Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, la nomination par Donald Trump de Rex Tillerson, futur chef de la diplomatie américaine et actuel patron d'ExxonMobil, une personnalité controversée notamment pour ses liens avec le Kremlin. On partira aussi au Chili où les cicatrices peinent encore à se refermer 10 ans après la mort d'Augusto Pinochet. Son héritage politique divise toujours la population. Reportage à Santiago à suivre. Et l'avocat devenu l'or vert du Mexique, le fruit de plus en plus demandé sur les marchés occidentaux, est à l'origine d'un boom économique dans le pays, mais qui n'est pas sans conséquences, notamment sur l'environnement. Donald Trump continue d'étoffer sa future administration. Le président américain élu a nommé Rex Tillerson secrétaire d'État en charge de la diplomatie. Le PDG du géant pétrolier ExxonMobil est loin de faire l'unanimité au sein du Congrès, tant côté démocrate que républicain. Sa nomination doit encore être validée par le Sénat. Les débats promettent d'être houleux. Il fréquente le maître du Kremlin depuis plus de 20 ans. Rex Tillerson, future voix de l'Amérique à l'étranger, décoré par Vladimir Poutine au nom de son amitié pour la Russie. Rex Tillerson. Mais le PDG du géant pétrolier américain noue des contrats partout dans le monde. Et c'est ce qui plaît à Donald Trump. Il est bien plus qu'un chef d'entreprise, c'est un leader de classe mondiale. L'avantage, c'est qu'il connaît les acteurs du monde entier et il les connaît bien. Il fait des affaires énormes avec la Russie pour le bien de son entreprise. Ce Texan a fait toute sa carrière dans le pétrole et n'a aucune expérience politique. Il n'a jamais exprimé publiquement sa vision du monde. Seuls les intérêts de son groupe comptaient jusque-là. Il ne faut pas nuire aux intérêts des entreprises américaines à l'étranger. Elles rapportent énormément de richesses au pays. Seule prise de position, son hostilité aux sanctions internationales contre la Russie après l'annexion en Crimée. Sa proximité avec Moscou inquiète jusque dans les rangs républicains. Tous ceux qui sont amis avec Vladimir Poutine oublient qu'il est un meurtrier, un voyou, un agent du KGB. Avant de devenir le chef de la diplomatie, Rex Tillerson sera soumis à l'examen de passage du Congrès. Au menu, ses liens avec Vladimir Poutine et les conflits d'intérêts liés à ses activités pétrolières. La Russie est également au cœur d'une enquête parlementaire du Congrès américain après une série de cyberattaques durant la campagne présidentielle. Plusieurs agences de renseignement, dont la CIA, pointent du doigt Moscou, qui serait intervenue dans le but d'aider Donald Trump à être élu. Vanessa Abba. La pression s'accentue sur Moscou. Quel rôle a précisément joué la Russie dans l'élection présidentielle? La Maison-Blanche veut des réponses. Ce lundi, elle a officiellement appuyé la démarche du Congrès. Nous avons de longue date apporté notre soutien au principe d'un examen de cette question par le Congrès. Il y a eu une réelle coopération entre les services de renseignement, les autres agences de sécurité nationale et les membres des deux partis au Congrès, à la fois avant et après l'élection. D'après le Washington Post, qui cite une évaluation de la CIA, la série de cyberattaques que Moscou est accusé d'avoir menées aurait aidé Donald Trump à battre Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine. Chez les démocrates, mais également au sein du Parti républicain, des voix se sont élevées pour réclamer l'ouverture d'une enquête parlementaire. Un appel entendu par le président de la Chambre des représentants et le chef de la majorité du Sénat, tous deux républicains. Mitch McConnell l'a affirmé, les Russes ne sont pas les amis des États-Unis. Toute intrusion étrangère dans les mesures de cybersécurité est inquiétante. Je condamne fermement ces tentatives. Le président élu, lui, continue de rejeter les conclusions de la CIA. Donald Trump les a même qualifiées de ridicules. De son côté, Moscou parle d'accusations gratuites, non professionnelles, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Au Chili, 10 ans déjà depuis la mort d'Augusto Pinochet, qui a dirigé le pays d'une main de fer après avoir pris le pouvoir par la force en 1973. 10 ans après, le personnage, comme son héritage politique, continue de hanter le pays et de diviser la population. Voyez ce reportage à Santiago. C'était il y a 10 ans. À l'école militaire de Santiago du Chili, plus de 60 000 personnes rendaient un dernier hommage à Augusto Pinochet. Au même moment, des milliers de ses détracteurs demandaient que justice soit faite dans le centre de la capitale. L'ancien dictateur chilien est mort le 10 décembre 2006 à 91 ans, visé par la justice, mais jamais condamné.
Le musée de la mémoire de Santiago retrace cette période noire de l'histoire du Chili, du coup d'État contre le président Allende en 1973 jusqu'au plébiscite de 1988. Je crois qu'il reste un processus assez long pour pouvoir oublier, car même si pas mal de temps a passé, les blessures restent ouvertes chez une grande partie de la population. Figure de la trahison des militaires contre le pouvoir et d'une répression féroce qui a fait plus de 3000 morts, Pinochet a aux yeux du monde incarné l'une des plus violentes dictatures d'Amérique latine. Mais le Chili est resté divisé à son sujet. Pour la droite et les milieux d'affaires, il est celui qui a sauvé le pays du communisme. Pourtant, rares sont ceux qui se réclament aujourd'hui de son héritage. Il y a sûrement encore quelques personnes qui adhèrent à ce qu'il a fait, qui sont nationalistes ou très autoritaires ou fascistes. Mais la grande majorité du pays comprend que ce qu'il représente est la négation de la démocratie et la violation des droits de l'homme. C'est son arrestation en 1998 en Angleterre qui marque un tournant. Pinochet sera alors détenu pendant 500 jours avant d'être libéré pour des raisons de santé. Pourtant au Chili, les plaintes pour atteinte aux droits de l'homme et de fraude fiscale après la découverte de comptes secrets à l'étranger s'accumulent. Le personnage est très difficile à défendre sur le plan international et le monde l'a déjà jugé. Ce jugement avait déjà eu lieu en 1973, mais je dirais qu'il a été confirmé avec l'arrestation de 1998 et par la manière dont il est revenu au Chili. Rappelons qu'il est rentré pour des raisons humanitaires, pas parce qu'on l'avait déclaré innocent. Si les principaux responsables du régime sont aujourd'hui en prison, le Chili peine encore à refermer le chapitre Pinochet. Son héritage politique perdure. Après l'éducation, c'est désormais le système de retraite instauré sous la dictature qui est au centre des protestations. On part maintenant au Mexique, devenu en quelques années le royaume de l'avocat. Sa production fait vivre des régions entières grâce à la demande en forte hausse ces dernières années des pays occidentaux. Un boom économique autour du fruit qui a un lourd revers, notamment sur l'environnement. Reportage de nos confrères de France 2. C'est une région dont les terres sont entièrement exploitées par la production d'avocats. Au fil des ans, des centaines de parcelles ont été découpées dans les montagnes de forêts de pins, puis transformées pour en faire des champs d'avocatiers. Nous sommes dans le Michoacán, à l'ouest de Mexico, une région baptisée le pays de l'or vert, car elle concentre à elle seule un tiers de la production mondiale. Cette évolution, Jaime Nevia en est témoin depuis 35 ans. Dans cette zone, on voit très clairement le type de changement qui a été observé. Toutes ces terres sont enregistrées officiellement comme exportatrices vers les États-Unis. La France est devenue le deuxième importateur derrière les États-Unis de ce fruit si convoité. Du coup, le nombre de plantations a triplé en 30 ans. Toute l'économie de la région en dépend. Jaime nous conduit chez Jesus Mendoza, un producteur qui vend son fruit 1 à 2 centimes le kilo. Cela fait 120 000 € de revenus par an, une petite fortune au Mexique. C'est devenu la principale activité de la région, si bien que pratiquement tout le monde espère pouvoir travailler et avoir sa propre propriété agricole. Selon Jesus, le climat humide et l'altitude qui culmine à 2000 mètres font du Michoacán la meilleure terre au monde pour la qualité du fruit. Seul problème, il est en principe bien plus petit que ce que l'on trouve en supermarché. Pour obtenir la taille prisée des Européens et des Américains, il faut traiter les vergers. Nous, on utilise beaucoup de produits chimiques pour augmenter la productivité, mais aussi pour que chaque arbre donne plus de fruits et que ce soit un fruit dont le calibre corresponde aussi aux besoins du marché, notamment des cocktails à base de nitrogène, de phosphate ou de potassium. Le boom de la consommation d'avocats dans le monde se fait ressentir jusque chez Jesus. Il vient de voir arriver un concurrent juste à côté de chez lui. L'année dernière, la production a dépassé 1 600 000 tonnes au Mexique. Une ruée vers l'or qui provoque des installations sauvages. C'est l'année dernière qu'ils ont coupé tout ça. Car pour produire, certains utilisent des grands moyens, comme raser des forêts entières. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Tout déboiser pour planter des avocatiers. Cette ancienne forêt de pins deviendra un champ d'avocatiers d'ici 2 ou 3 ans, une pratique courante mais illégale. C'est un délit et personne ne respecte la loi. Ça ne date pas d'un an ou de quelques mois, ça fait des années que ça dure.
Ceux qui, comme Jaime, dénoncent ces déboisements sauvages ont intérêt à bien se protéger. Car la production d'avocats rapporte beaucoup d'argent et attire le crime organisé. Certains paysans ont déjà été victimes de rackets. Jaime Navia est à la tête d'une association de protection de l'environnement. Selon lui, jamais la production n'a été aussi intense. À flanc de montagne, on aperçoit chacune des parcelles. Depuis 1980, il n'y a jamais eu d'autorisation officielle. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là est illégal. Dans cette région pauvre où la criminalité reste forte, personne n'ose remettre en cause les règles de l'or vert. Même le représentant local du gouvernement ne le cache pas. On ne peut pas freiner une activité économique rentable au risque d'écarter les populations locales de cette manne financière. Notre but est de faire en sorte que la population continue de tirer profit de ses revenus. Les autorités du pays ne sont pas prêtes à prendre en compte les inquiétudes environnementales. Pas question de renoncer à un tel succès économique. Et c'est la fin de ce magazine. Merci pour votre fidélité à France 24.